Écoutez, le hasard fait parfois bien les choses. Est-ce que le régime forestier est contraint l'application d'une telle vision comme celle que M. Rouleau vient de nous exposer, ou si ça pourrait être un catalyseur? Bien, la vie est bien faite. On a le sous-ministre aux opérations régionales, et c'est pas tout à fait la question qui lui a été posée, mais cette espèce de bilan du régime forestier, oui, il y a des bons coups, oui, il y a des choses à améliorer. Lesquelles? Je vais lui laisser le soin de vous expliquer tout ça. Alors, notre prochain invité est M. Jean-Sylvain Lebel, sous-ministre associé aux opérations régionales. M. Lebel a un long historique dans l'industrie. Les quelques notes qu'on m'a fait parvenir donnent à penser que dès 1977, il était à travailler pour Produits forestiers UOP à T-Lake. Un peu plus tard, on le retrouve en Abitibi et dans le Moyen-Nord à Quévillon pour Forex. On le retrouve après ça à la scierie Saint-Michel-des-Saints. On est en 85. Il vient dans la région ici, j'ai presque le goût de dire revient dans la région pour Domtar. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça jusqu'en 2007-2008, où là, il est vice-président foresterie pour Abitibi-Bowater. Bon, tous les chambardements, on est dans la belle période là où l'industrie des pâtes et papiers se consolide, et quand il y a une fusion entre deux grandes entreprises, bien, habituellement, il y a des sous-ministres, pas des sous-ministres, mais des vice-présidents qui prennent une option sur des postes de sous-ministres. Et ça a été le cas de M. Jean-Sylvain Lebel, qui est devenu sous-ministre associé aux mines et au nord du Québec à partir de juin 2008. Et depuis janvier 2012, il est sous-ministre associé aux opérations régionales. Alors, un bien long panégyrique, je m'en excuse, je vous ai volé du temps, mais je vais vous le redonner, puis c'est moi qui contrôle l'horloge. Monsieur Lebel, la parole est à vous. Merci beaucoup, Luc. Bonjour tout le monde. Alors, Monsieur le maire, Monsieur Potvin, Monsieur Simard, député du BUQ, Madame Diane Bouchard, ensuite tous les maires et préfets qui sont ici présents, bien, ça me fait extrêmement plaisir de revenir au Lac-Saint-Jean. Je me sens un peu, moi, au Lac-Saint-Jean comme un bleuet d'adoption. Effectivement, depuis 1985, je suis arrivé ici pour prendre charge des opérations forestières de Domtar à l'époque. Par la suite, je suis allé effectivement à Quévillon pour prendre charge de la scierie là-bas, des opérations forestières. Et je suis revenu en 87 ou en 88 ici pour prendre charge de la forêt et des scieries à l'époque de Domtar. Par la suite, il y a eu Produits forestiers Alliance, par la suite Bowater. Donc, depuis 85, j'étais un peu... je fais partie un peu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, particulièrement du lac. Mes filles sont des Abitibiennes, mais mon garçon, lui, c'est un pur bleuet issu de Dolbeau. Ça me fait toujours plaisir de revenir. Puis quand Diane m'a dit qu'elle voulait que je vous adresse la parole, je lui ai dit oui tout de suite, sans hésitation. Le hic, c'est qu'elle m'a dit, ben là, tu vas passer le dernier, puis... c'est toi qui vas fermer un peu le congrès, puis tu vas nous parler un petit peu du régime forestier. Bon, j'ai dit, c'est le fun, ça passer le dernier. Il y a un adage qui dit, on garde les meilleurs pour la fin. Mais dans les faits, quand j'ai vu les 3 présentations de ce matin et celle de François après dîner, je me suis dit, oups, c'est vrai que la barre est passablement haute. En tout cas, vous jugerez, là. J'ai moins d'acétate ou de présentation que les gens précédents. J'y vois un peu plus au niveau de la lecture. Ah, puis oui, j'oubliais, j'aimerais, si vous permettez, dans ma vie ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
J'ai connu Louis Lefebvre au début des années 90, alors que j'étais sur le conseil d'administration du Cégep Saint-Félicien. Louis, à l'époque, si ma mémoire est bonne, n'était pas encore directeur général, mais était secrétaire. C'est par la suite qu'il est devenu directeur général. Mais je pense que j'ai été 3 ou 4 ans sur le conseil d'administration du Cégep. C'est une belle expérience aussi. Puis c'est un beau Cégep, c'est un beau milieu de vie. Puis félicitations à Louis pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il a vraiment, vraiment monté la barre du Cégep. Puis, chapeau, là, c'est une belle réalisation. Fait que ceci étant dit, un petit mot sur l'association forestière. D'abord, je tiens à dire que du côté des associations forestières, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs aujourd'hui, puis anciennement les autres appellations, ministère des Ressources naturelles, le ministère des Forêts, etc., le ministère a toujours réservé une place de choix à la promotion de la culture forestière. Les associations forestières sont des partenaires de premier plan. Et je pense que le travail qui est fait par les associations, on en a parlé, particulièrement, on a parlé de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le travail, c'est de faire connaître à la population l'importance de la forêt et du bois. C'est aussi de sensibiliser les jeunes aux défis stimulants qu'offre la foresterie au Québec et également de favoriser une meilleure compréhension de l'aménagement forestier durable des différents enjeux forestiers. Quand on voit les présentations qu'on a eues là, de la part de Diane et de son équipe sur l'heure du midi, je pense que le mandat est réalisé, puis c'est pour ça, dans le fond, que cette année encore, dernièrement, le 10 octobre, c'est tout récent, le ministère a renouvelé l'aide financière qui est accordée à l'association dans le cadre de la mesure de soutien à l'information et à l'éducation forestière. C'est un montant de 196 000 $ qui a été donné à l'association pour soutenir cette mission auprès des clientèles régionales. Diane me disait qu'elle avait reçu le chèque. Donc, je n'aurai pas cette question-là. Mais ça n'a pas été long. Elle me dit, j'ai reçu le chèque, mais l'année prochaine, est-ce que vous allez encore être partenaire? Je ne suis pas capable de répondre tout de suite. Également, je voudrais dire que l'association forestière puis le ministère, bien, l'association qu'on entre les deux, c'est le cas de le dire, ça existe depuis 1980, puis ça continue. J'ai fait un peu comme nos deux économistes qui nous ont fait des présentations, M. Rouleau puis M. Larue. Moi aussi, je m'étais dit, il faut connaître un petit peu l'impact ou l'apport de l'industrie forestière ou de la forêt au Québec. Donc, j'avais quelques statistiques. J'ai aussi vu que mes statistiques n'étaient pas tout à fait comme celles de M. Larue, peut-être un petit peu plus comme celles de M. Rouleau. Mais il faut comprendre, puis M. Larue me disait ça à l'oreille tout à l'heure, il me disait, bon, bien moi, mes statistiques, c'est StatCan, Statistique Canada. Bien, les miennes, elles sont bonnes parce que c'est l'Institut de la statistique du Québec. Donc, comment ça marche? OK. Fait que c'est des chiffres que vous connaissez, donc je vais quand même passer assez rapidement. Mais à partir des données de 2013, les chiffres qu'on a, c'est qu'on parle de 60 000 emplois répartis au Québec dans 140 municipalités. C'est quand même beaucoup d'emplois. C'est important, la forêt. C'est une masse salariale de 3,1 milliards de dollars. Il y a une contribution de 11,3 % au PIB manufacturier. C'est des exportations de 8 milliards de dollars. Puis, quand on regarde toutes les usines confondues partout, toutes sortes d'usines ou de produits, on parle de 359 usines, dont il y en a spécifiquement de 247 dans le secteur de l'industrie et du boîtiage. Ça, c'est la situation au Québec. Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus particulièrement, la forêt, bien, c'est 10 000 emplois directs. C'est beaucoup, hein? C'est énorme. C'est 10 000 emplois directs qui sont issus des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, et 3 800 emplois manufacturiers. Ça, c'est dans les usines, carrément dans les usines. On l'a parlé aussi, la possibilité forestière, tout essence, c'est de 7 millions de mètres cubes. Il y a 30 des investissements sylvicoles également qui sont réalisés ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, particulièrement en reboisement et en éclaircie. J'ai, dans les statistiques également, puis François Rouleau en a parlé un petit peu, là, j'ai parlé de la faune, parce que la faune, comme vous le savez, la faune est partie du ministère en septembre 2012 et elle est revenue en avril 2014. Donc, la faune, c'est un élément important de la forêt. Quand on parle de gestion intégrée, quand on parle de gestion forestière, quand on parle de faire de la planification forestière, je pense que François l'a bien montré, c'est important d'intégrer la notion de la faune.
Tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu plus des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire, mais c'est un élément important. Donc, quand on regarde l'apport économique des différentes ressources de la forêt, il ne faut pas négliger la faune, ça c'est certain. Dans le fond, la faune, c'est 1 million d'adeptes au Québec. Il y a 300 000 chasseurs, 700 000 pêcheurs, puis il y a environ 8 000 piégeurs, là, c'est des chiffres ronds, vous comprendrez. Là. 8 000 piégeurs qui consacrent annuellement leurs loisirs, c'est 15 millions de jours et qui dépensent 1,6 milliard. C'est de l'argent. 1,6 milliard que la faune dépense ou qu'il y a de l'activité économique là, qui se déroule au Québec. Là. En 2013, il y a eu plus de 1,3 million de permis de chasse, de pêche et de piégeage qui ont été vendus. Les retombées de la chasse, à elle seule, c'est 360 millions. Fait que la chasse à l'orignal, la chasse au caribou. En passant, le caribou, là, c'est pas un caribou des bois, là, c'est un caribou toundrique. Là. Vous pouvez prendre un permis puis aller le chasser dans le Grand Nord. Donc, c'est ça, la chasse, c'est 360 millions. Puis également, la faune contribue à la création puis au maintien d'environ 14 000 emplois au Québec. Les dépenses des adeptes qui génèrent annuellement 180 millions de revenus pour le gouvernement. Si on regarde, je ne l'ai pas là-dessus, mais si on regarde du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, il y a 58 millions de dollars en contribution au PIB, 17 millions de dollars en revenus fiscaux pour le gouvernement. C'est quand même passablement d'argent. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la pêche au doré, la pêche à la truite mouchetée, puis la chasse à l'orignal, qui génèrent à eux seuls plus des 2/3 des retombées économiques. Il y a 1 000 emplois à temps plein qui sont liés à la pratique des activités fauniques et 75 millions de dollars en dépenses ici qui se passent dans la région. On peut dire que ces données, à partir de ces données-là, que la forêt représente un moteur économique majeur, que le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs a à cœur de gérer cette ressource dans le meilleur intérêt des générations actuelles et futures. Je n'ai pas directement la réponse à la question soulevée par le thème, là, forêt et bois, que sera demain? Là, je pense qu'il n'y a personne qui est devin, là, François l'a mentionné aussi. Par contre, on peut partager un peu la vision que le ministère s'est donnée concernant l'avenir de la foresterie au Québec. Pour bâtir ce futur, il a fallu solidifier des assises qui permettent la gestion durable de cette ressource. Dans le fond, c'est ce que le ministère a fait au cours des mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de ce nouveau régime forestier. Il y a eu le nouveau régime forestier qui a été mis en place, puis suite à ça, là, on s'est mis à table pour travailler tout le monde ensemble pour le mettre en place. Dans le fond, la gestion a été revue en profondeur, puis vous êtes à même de le savoir, vous le savez, vous l'avez constaté, bien sûr. La préparation de ce régime avant son entrée en vigueur le 1er avril 2013, je l'ai vécu parce que je suis arrivé le 1er janvier 2012. Mon mandat aux opérations régionales, c'était de livrer le régime forestier, de le mettre en place. Donc, j'ai vécu là, entre janvier 2012 et 1er avril 2013 tout ce qui s'est passé. Bien, ça a exigé une somme colossale de travail. Des modifications majeures ont été apportées aux façons de faire, c'est bien évident, puis un nombre impressionnant d'orientations, de procédures de toute nature ont dû être élaborées. Ça a été discuté, puis implanté avec les intervenants du milieu forestier. Je dois dire qu'à partir de 2012, là, février-mars, après que je sois rentré, à tous les mois, de façon à chaque mois, dans le fond, là, je pense que c'était le premier mardi du mois, M. Tremblay fait signe de la tête que c'est ça. Premier mardi du mois, à tous les mois, on se réunissait, le ministère avec le CIFQ et quelques industriels forestiers, puis on regardait comment mettre en place le régime. Qu'est-ce qui pouvait être fait, qu'est-ce qu'on pensait qui irait mal, qu'est-ce qu'on pensait qu'on pouvait améliorer, toujours dans le cadre de la loi, là, parce que la loi est là, moi je ne peux pas la changer, elle existe, donc il faut que je sois à l'intérieur des cadres de la loi. Donc, pendant presque 1 an et demi, disons au moins un gros 12 mois, là, on s'est rencontrés de façon statutaire à chaque mois pour regarder ça. Bon, on va en convenir tout à l'heure, je vais en parler, il reste encore des choses à faire, ce n'est pas parfait. Mais l'objectif, c'était vraiment de dire, bon, bien, la loi est là, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la mettre en place? On a fait la même chose avec l'industrie de la sylviculture. Les rencontres étaient un petit peu moins fréquentes, à toutes les 6 semaines environ, là, on regardait qu'est-ce qui pouvait être fait, comment est-ce qu'on pouvait faire les choses, faire arriver les choses. Puis, finalement, bien, on a livré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je vous fais rappel quand même, là, des choses que vous connaissez. C'est que la garantie d'approvisionnement, ça a remplacé le contrat d'aménagement et d'approvisionnement forestier.
Cette garantie-là, elle donne le droit à son bénéficiaire d'acheter annuellement un volume de bois en vue d'approvisionner une usine de transformation avec l'obligation de réaliser la récolte des bois achetés sur pied. Cette garantie-là est octroyée à la suite de signature d'ententes de récolte entre le ministère. Ensuite, on fait des ententes de récolte entre le ministère et l'entreprise visée une fois que la garantie est accordée. Actuellement, la mise à jour des garanties, c'est en cours. À la suite du dépôt du dernier calcul du forestier en chef, on a signé que M. Sarraz était présent ici. Donc, suite à ces calculs qui ont été annoncés, il faut revoir les garanties d'approvisionnement. Donc, le ministère, mon collègue du secteur forêt, Ronald Brizard, actuellement travaille sur ce dossier-là. Oui, on a donné des garanties d'approvisionnement en fonction de la possibilité forestière, mais on n'a pas tout donné. Un des grands éléments de la nouvelle loi, la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, c'est le bureau de mise en marché des bois. Fait que le gouvernement s'est gardé environ 25 du volume disponible pour mettre à l'encan, mettre à l'enchère, et ce, afin d'assurer l'établissement d'un marché libre des bois du Québec. Ça encore, ça fait près un an et demi que ça fonctionne actuellement. Il y a des hauts et des bas, certains problèmes. Je pense qu'on va devoir également s'adresser à certains de ces éléments-là pour améliorer les choses. C'est le Bureau de mise en marché des bois, qu'on appelle communément le BMMB, qui gère ce dossier-là. Depuis 2011, les ventes s'élèvent à 13 millions de mètres cubes. Et ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 4,8 millions de mètres cubes qui ont été mis à l'encan par le Bureau de mise en marché des bois. Ce qu'on constate aussi, c'est que depuis le début des activités du Bureau de mise en marché des bois, environ la moitié des volumes qui ont été vendus sur le marché libre ont été achetés par des entreprises qui n'avaient pas accès à la forêt publique. Autrement dit, ce n'étaient pas des détenteurs de contrats d'approvisionnement. C'était d'autres groupes, d'autres entreprises ou d'autres industriels. Un des objectifs était d'ouvrir un peu plus le marché lorsque la décision de mettre des bois en vente a été prise, d'ouvrir un peu plus l'accès aux bois des forêts publiques. Et donc, on peut dire que ça a été atteint. Bon, est-ce que c'est parfait? C'est une autre histoire. Certains diront non, d'autres diront oui, mais ça reste à travailler. L'autre grand morceau de la nouvelle loi, ou de la loi actuelle, c'est la planification forestière. Bon, pour les raisons que vous connaissez, le gouvernement a décidé de reprendre la planification des activités d'aménagement forestier. On se souvient tous de la belle phrase de M. Richard Desjardins qui avait dit « Bon, ben là, c'est bien de valeur, le renard est dans le poulailler », en faisant allusion au fait que l'industrie forestière faisait la planification forestière, donc elle était juge et partie, puis que c'était peut-être pas fait de la bonne façon, et tout et tout. Ce que ça a donné? Ça a donné que l'État a décidé de reprendre la planification des activités d'aménagement forestier. Donc, dans les derniers temps, on a développé la première génération des plans d'aménagement forestier intégrés, tant les plans tactiques que les plans opérationnels. Dans un premier temps, les aménagistes du ministère établissent des diagnostics à partir des travaux d'inventaire qui ont été réalisés sur le terrain. Et à la lumière de ces données-là, ceux-ci prescrivent ensuite les traitements sylvicoles appliqués en réponse à la réalité du terrain et aux objectifs poursuivis. Une fois que les plans sont élaborés, les équipes du ministère assurent les consultations publiques et autochtones ainsi que l'harmonisation. Donc ça n'existait pas dans le passé, là, les consultations publiques, les consultations autochtones ainsi que l'harmonisation, ça n'existait pas ou peu, là. Fait que toute cette mécanique s'est toutefois amorcée avec la consultation des tables locales de gestion intégrée des ressources du territoire. Donc, au tout début, en premier lieu, les tables de gestion intégrée des ressources du territoire qui ont été mises en place permettent de faire cette consultation-là et de prendre en note et de voir c'est quoi que les besoins des gens qui interviennent en forêt ou qui sont préoccupés par la forêt peuvent avoir. Donc, à l'échelle du Québec, c'est 38 tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire qui ont été mises en place. 38 tables, c'est beaucoup. Puis quand on sait que c'est entre 25 et 35 personnes qui siègent sur ces tables-là, ça fait beaucoup de personnes qui ont un mot à dire sur la gestion ou sur la forêt au Québec. C'est beaucoup. Puis au Lac-Saint-Jean, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a 3 tables. Quand on regarde la représentation de ces tables-là, je ne l'ai pas avec moi, là, mais on a en moyenne 4 à 5 industriels. Puis les 25 ou les 30 autres personnes, c'est des gens qui proviennent soit des milieux des élus locaux,
élus municipaux, les MRC, certains groupes environnementalistes, les chasseurs, les pêcheurs, les villégiateurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui siègent autour de ces tables-là et qui sont préoccupés et qui veulent, chacun regarde ses propres intérêts. Par contre, ça a d'autres avantages, c'est que ça permet aux gens de discuter alentour d'une table, de parler chacun de leurs enjeux, de leurs préoccupations, d'essayer de trouver des consensus. Puis à la toute fin, le ministère doit décider, doit trancher. Je pense que c'est le rôle du ministère ou du gouvernement de gérer la forêt ou le territoire forestier au Québec. Donc, comme je le disais, ces tables servent à prendre en compte les intérêts et les préoccupations des personnes et des organismes concernés par les activités d'aménagement forestier. Le ministère participe aux travaux de chaque table en vue d'inclure dans la planification forestière des objectifs locaux d'aménagement durable des forêts. La mise en place de ces tables a permis également de faire un pas de plus en avant vers la gestion intégrée et régionalisée des ressources du territoire. Je pense que c'est ça qui était attendu de la part de la population du Québec. Du côté des Autochtones, la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier avait aussi prévu la participation dans le régime forestier des communautés autochtones et des utilisateurs du territoire forestier. En ce qui concerne particulièrement les communautés autochtones, ici dans la région, nos gens ont développé des modèles relationnels efficaces avec les communautés présentes sur le territoire. Grosso modo, je pense que ça va relativement bien ici. Cette démarche s'est traduite par la mise sur pied de 3 comités permanents. Donc, il y a 3 comités qui œuvrent ici, là, de ce côté-là. Dans nos travaux qu'on avait avec le CIFQ pour mettre en place le régime, un des éléments qui nous est apparu essentiel et qui n'existait pas dans la loi, c'est devenu presque incontournable de dire qu'il faut absolument qu'il y ait, en plus de la table de gestion intégrée des ressources du territoire, en plus des consultations, de l'harmonisation, etc., ça nous prend un endroit où le ministère et l'industrie peuvent s'asseoir pour faciliter, je dirais, l'organisation des activités de récolte et aussi le maintien de la certification forestière. Donc, on a mis en place des tables opérationnelles. À partir du début de l'année, ou du début, c'est-à-dire du régime, en avril 2013, progressivement, on a mis en place ces tables-là. Il y a actuellement 39 tables opérationnelles qui ont été mises en place avec les bénéficiaires de garanties d'approvisionnement. Chaque territoire qui est couvert par une entente de récolte dispose d'une table opérationnelle. On en compte 3 également au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pardon. Et celle-ci regroupe des représentants du ministère, des bénéficiaires de garanties d'approvisionnement, ainsi que des titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins d'approvisionnement d'une usine de transformation du bois. C'est ce qu'on appelle communément une PRO. Cette table, comme je le disais, c'est le mécanisme privilégié pour arrimer les besoins du requérant d'une certification forestière à la planification tactique et opérationnelle des activités d'aménagement forestier intégré. Parce qu'également, la responsabilité d'obtenir la certification forestière, ça appartient à l'industriel forestier. Dans le fond, le gouvernement n'a pas besoin d'une certification forestière. La certification forestière est là pour principalement garantir aux clients de l'industrie que les bois qui sont récoltés le sont sur un territoire qui est géré de façon durable. Appelons ça comme ça. OK. Puis je disais aussi, les tables, c'est un lieu d'échange qui permet aux planificateurs du ministère de tenir compte des réalités opérationnelles de l'industrie, comme la localisation des chemins, la récolte hiver-été, la répartition des essences. Comme je vous disais aussi, je vis un peu la mise en place du régime forestier depuis le début de 2012. Puis je le vois, je me promène aussi dans les régions, je parle régulièrement aux gens en région. Je peux vous dire là, que dans toutes les régions du Québec, les gens du ministère qui sont affectés à la planification, ils travaillent extrêmement fort à augmenter la prévisibilité et à fournir davantage de secteurs d'intervention à l'avance. La planification forestière, c'est essentiel pour l'industrie. Il faut que l'industrie sache où est-ce qu'elle va aller, qu'elle connaisse un peu d'avance c'est quoi les secteurs qu'elle va récolter ou qu'elle va aller travailler pour faire la planification de son réseau routier, pour planifier peut-être la construction des camps forestiers. Donc, c'est un élément vraiment, vraiment important. Puis ça, c'est un élément qu'on va devoir travailler un petit peu plus là, dans les prochains mois, là, parce que c'est vraiment majeur pour l'industrie. À cet effet, l'an dernier, on a signé une entente avec le ministère, entre le ministère, c'est-à-dire et le Conseil de l'industrie forestière. Puis dans cette entente, on prévoyait le dépôt d'une
d'une sélection de superficie qui correspondait à 200 % des volumes de bois octroyés annuellement. Autrement dit, on voulait que l'industrie, au moins en septembre 2014, en septembre ou à l'automne 2014, ait en avant d'elle 200 % des volumes ou de territoires où on pourrait aller récolter des volumes. Donc, 2 ans d'avance pour être capable de planifier, faire ses chemins, son réseau routier, etc., etc. Ici, au Lac-Saint-Jean, ce n'est pas pareil partout, mais du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'équipe, avec Alain Thibault, Robert Lacroix, je pense qu'ils ont livré et ont même dépassé l'objectif là, en présentant des superficies qui correspondent à 210 % et plus un peu là, des volumes octroyés sur son territoire. Du côté maintenant des petits mots, là, je viens de parler de l'industrie, parler des traitements sylvicoles non commerciaux, la sylviculture, communément appelée. Ce qui s'est passé dans les traitements sylvicoles non commerciaux, il y a eu 2 nouvelles modalités qui sont apparues avec le nouveau régime forestier. Il y en a eu plusieurs, mais 2 nouvelles mesures plus particulières. La première, c'est qu'on a signé une entente de réalisation de travaux non commerciaux et d'entente de réalisation de travaux techniques forestiers. Quand je dis on, c'est plutôt Rex Forêt qui a signé ces ententes-là. On a mis en place aussi, tout comme pour l'industrie, un processus d'appel d'offres public. Dans toutes les régions du Québec, la très, très grande majorité, voire la majeure partie, les Autochtones ont quand même certains travaux, mais la grande majorité des travaux a été confiée aux entreprises d'aménagement qui existaient déjà par l'entremise d'entente d'une durée de 5 ans. Donc, Rex Forêt a signé avec chacune des entreprises d'aménagement forestier ou sylvicole au Québec. Il y en a quelque chose comme 150, 160, là, ordre de grandeur. Une entente de 5 ans, puis ces ententes-là sont gérées par Rex Forêt. Donc, c'est majeur. Donc, ça sécurise les entreprises sylvicoles. Ça vise à améliorer la stabilité des entreprises et ça se répercute inévitablement sur les conditions de travail en forêt. Bien sûr, c'est une entente de 5 ans. Donc, à chaque année, en fonction des budgets, en fonction des secteurs à travailler en sylviculture, bien, il y a des ententes individuelles également qui sont signées, des ententes plus spécifiques qui disent l'endroit ou les montants d'argent, etc., etc., un petit peu plus en détail, qui sont signées entre les entreprises sylvicoles et Rex Forêt. Vous le savez, là, le printemps dernier, le budget provincial des travaux sylvicoles non commerciaux est passé de 178 millions l'an dernier à 225 millions cette année. Ça fait qu'il y a 225 millions là, qui s'investit en sylviculture au Québec. La part destinée à la réalisation des travaux sur le terrain, ça s'élève à environ 175 millions cette année. Parce que entre le 225 et le 275, il y a aussi des montants d'argent qui sont réservés pour la récupération de bois en perdition. Ça peut être des feux de forêt, ça peut être la tordeuse, ça peut être des chablis ou des choses comme ça. Il y a également des montants aussi qui sont réservés pour les pépinières. Mais ici, dans la région, là, sur le 175 millions, il y en a 30 % environ qui est affecté au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle d'environ 53 millions. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent là, qui est affecté en travaux sylvicoles ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a octroyé, comme je le disais, la majeure partie des travaux en contrat annuel, mais il y a aussi une partie qui est donnée par appel d'offres. Cette année, là, grosso modo, là, c'est environ 16 millions de dollars en travaux sylvicoles qui vont être octroyés par appel d'offres public, environ. Il y en a à peu près 5 millions dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont à l'intérieur de ces 16 millions-là. En fait, comme je le disais, la mise en place d'une telle réforme, puis c'est pas mineur, cette réforme-là, c'est vraiment majeur. Une telle réforme dans les pratiques a nécessairement engendré de l'adaptation. Les parties concernées ont contribué à ce que la transition soit efficace et ils continuent de le faire. À ce jour, la saison d'opération 2014-15 est largement entamée, on achève. Et je pense qu'on peut on peut constater que du côté sylvicole, ça se passe beaucoup mieux que l'année précédente. L'année précédente, on était à la dernière minute, on arrivait, on mettait ça en place, il y a eu toutes sortes de problèmes. On les a pris un par un avec les 3 associations qui font des travaux sylvicoles, la ETSQ, l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec, RESAM, le regroupement des sociétés d'aménagement, et les coops forestières qui font également beaucoup de travaux sylvicoles. Donc, avec ces 3 associations-là, leurs représentants, et parfois quelques industriels de l'industrie de la sylviculture,
on discutait pour améliorer les choses, pour que ça aille mieux. Puis je pense que cette année, bien, ça a été beaucoup mieux. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le fait qu'on passe de 175 millions ou 178 millions, 225 millions, bien, ce n'est pas pour nuire non plus. Je pense que tout le monde a pu avoir suffisamment de travaux. Il reste des ajustements, c'est bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place afin de simplifier et alléger les processus pour l'industrie des travaux sylvicoles commerciaux. Mais il reste encore des choses à faire. Puis on continue à travailler. Il y a des rencontres encore qui sont prévues là, avec les associations pour voir comment est-ce qu'on pourrait simplifier, alléger, être plus performant, que ce soit gagnant-gagnant pour l'industrie sylvicole et pour le gouvernement. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Je voudrais souligner, j'ai vu M. Boily de Rex Forêt, qui je ne sais pas s'il est encore ici, mais je pense que Rex Forêt et son équipe, là, à qui le ministère est là-bas, à qui on a délégué ces travaux-là, ils ont fait un travail extraordinaire. Là. Franchement, là, c'était pas évident de prendre ça, de partir avec autant d'argent, si on veut, et de livrer la marchandise. Ça a été un gros travail qui a été fait que je les félicite. Petit mot sur la forêt privée. Quelques représentants de forêt privée qui sont ici. Dans le fond, la forêt privée, le nouveau régime forestier, il n'y a pas de changement majeur à son encadrement législatif. Les éléments qui ont été mis en place au cours des 15 dernières années ont été reconduits. Par contre, le ministre, récemment, cet été en fait, là, a mis en place une table sur la forêt privée. Puis, comme vous le savez, on a parlé, il y a le chantier piloté par M. Bellé, M. Michel Bellé, l'ancien recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui a remis ses recommandations, ou en tout cas ses réflexions, a remis ça au gouvernement là, récemment. Toujours pour la forêt privée, c'est le gouvernement du Québec, en fait, qui investit quelques 70 millions de dollars pour soutenir les efforts de milliers de producteurs forestiers qui aménagent leurs boisés. Ces investissements sont gérés par un réseau d'expertise professionnelle et techniques développés au fil des ans. Ces experts accompagnent les propriétaires afin de favoriser de saines pratiques et de contribuer à l'approvisionnement des usines. Ce réseau qui existe, c'est un atout majeur pour assurer une gestion adéquate des sommes investies. Comme je disais, par contre, M. Bellé a remis son rapport, il fait des recommandations, donc tout ça va être examiné, va être regardé, et finalement, le ministre fera son nid de ce côté-là. Un petit mot sur la certification forestière. Ça va bien. Au début de 2013, on comptait environ 30 millions d'hectares de territoires forestiers certifiés. En forêt publique, la superficie certifiée représente environ 85 des terrains forestiers productifs. Si on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les unités d'aménagement forestier peuvent être certifiées en fonction de plus d'une norme. Comme vous le savez, le territoire sous aménagement forestier au Saguenay-Lac-Saint-Jean est couvert à 96 %. Donc 85 %, pardonnez-moi, là, c'est vraiment la grandeur du Québec. 96 %, c'est les territoires qui sont sous aménagement ou certifiés au Québec. Les certificats d'aménagement forestier qu'on trouve ici, les plus connus, bien sûr, c'est FSC, le Forest Stewardship Council, ou encore SFI ou SFI, la Sustainable Forestry Initiative. Dans le fond, cette certification-là, c'est une démarche volontaire des entreprises. Comme je le disais, le gouvernement n'a pas nécessairement besoin de faire certifier son territoire forestier. Ça ne lui apporte pas nécessairement quelque chose de plus, mais c'est important pour l'industrie. C'est une certification, c'est une démarche volontaire. Et étant donné qu'on sait que c'est très important pour soit les fibres, les copeaux qui sont livrés aux usines de papier, puis après ça, le papier qui est livré chez le client, ou encore pour le bois. Certains gros clients américains, Lowe's, Home Depot, Rona au Québec, etc., exigent que le bois soit certifié. Donc, c'est important. Au ministère, on s'est engagé à contribuer au maintien des certifications forestières pour les enjeux qui relèvent de notre compétence. À cet effet, là, partout, les équipes régionales ajustent ou modulent leur stratégie d'intervention de manière à favoriser la satisfaction des besoins de certification sans nécessairement déroger aux autres exigences ministérielles. On parlait des tables opérationnelles. Je pense qu'il se discute beaucoup de ces enjeux-là, ou il devrait se discuter de ces enjeux-là aux tables opérationnelles. Donc ça se traduit par une grande coopération entre nos organisations, quand je dis nos organisations, les entreprises forestières et le ministère, et particulièrement lors des audits. Il y a des audits régulièrement à chaque année. Donc le ministère participe, accompagne les industries, les supporte
mais en même temps, la responsabilité, c'est une responsabilité de l'industrie. Caribou et aires protégées. Certaines exigences en matière de certification ont fait la manchette au cours des derniers mois. Comme vous le savez, là, cet été, on a parlé beaucoup du caribou, notamment la question de l'aménagement de l'habitat d'espèces vulnérables, caribou forestier. À ce sujet, mentionnons là, que depuis 2012, dans la région, plus de 22 000 km² sont assujettis au plan régional d'aménagement de l'habitat du caribou forestier. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'équipe d'Alain Thibault, ont fait vraiment un gros travail de ce côté-là. Cette superficie-là de 22 000 km², ça correspond à 30 de la superficie forestière sous aménagement de la région. C'est énorme. La stratégie qui est appliquée par la région, ça vise le maintien des massifs de forêts matures qui servent à fournir des habitats de qualité aux caribous forestiers. À l'heure actuelle, c'est plus de 6 655 km² qui sont soustraits de la récolte jusqu'en 2023. Ça existe déjà, c'est déjà là. Et une réflexion est en cours actuellement pour optimiser cette planification dans le but de fournir des habitats sur une base plus durable, soit un horizon de 50 à 70 ans, et ça tout en minimisant les répercussions sur les activités de récolte. Présentement, nos équipes sont au travail. C'est une chose qui nous facilite la vie, c'est le retour de la faune au ministère des Forêts. Ça, je pense que les discussions sont beaucoup plus faciles. On a la sous-ministre à la faune qui est avec nous, puis on peut discuter, puis on peut échanger, puis on peut regarder les impacts, pas juste dire qu'on met des restrictions ou un plan de rétablissement sans trop regarder c'est quoi les impacts. Là, on regarde les impacts, on regarde ce que ça donne. On regarde également s'il n'y aurait pas un scénario d'application des lignes directrices provinciales qui pourrait représenter à la fois un effort économique raisonnable et une mesure de précaution suffisante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter des pertes d'emploi, éviter une baisse de possibilités, mais en même temps essayer de trouver un compromis là, pour protéger ou rétablir le caribou forestier et respecter certaines normes de certification forestière. Ce qu'on regarde, c'est vraiment aborder conjointement le dossier des aires protégées et celui du caribou forestier. On regarde la création, s'il n'y aurait pas des synergies, je viens de le dire, entre les mesures de protection pour éviter le dédoublement des superficies soustraites à la récolte. Au cours de cette démarche, le ministère cherchera à relier, quand on saura un peu plus où est-ce qu'on va, à relier les principaux acteurs, puis regarder ça avant de dire, bon, ben regarde, c'est là qu'on s'en va. Je pense que ça va être important là, qu'on regarde tout le monde ensemble les impacts de tout ça. Si je résume un petit peu sur ce qui s'est passé, j'en fais un petit résumé, bien, je vous l'ai dit, la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier a été sanctionnée le 1er avril 2010, en disant que le 1er avril 2013, elle serait mise en application. En 2012, on a travaillé certains éléments pour ajuster cette loi-là. Donc, la loi a été modifiée le 9 avril 2013. Puis, ce qui veut dire que le ministère et les différents intervenants, dans le fond, n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer et réaliser cet important chantier, puis être prêt pour sa livraison là, en avril 2013. Sans minimiser tous les ajustements, les imprévus, les difficultés, parce qu'on sait bien certain que tout n'était pas parfait, dans l'ensemble, toutes les opérations prévues ont été réalisées sur le terrain pour la saison 13-14. Je suis conscient que c'est vraiment pas parfait, mais c'était un objectif qui était fondamental pour nous. Il n'était pas question que l'industrie n'ait pas de bois le 1er avril 2013. Il n'était pas question que l'industrie sylvicole n'ait pas de territoire à traiter au 1er avril 2013. C'était vraiment une priorité. Ça s'est fait. C'est pas parfait. Il y a eu toutes sortes de problèmes. Par contre, on a livré quand même la marchandise. Puis je fais juste un petit résumé de tout ce qu'il a fallu faire, puis ce n'est pas un résumé exhaustif. Il a fallu implanter et approvisionner des tables de gestion intégrée des ressources du territoire, je vous le disais, 38 tables. C'est quelque chose, avec tous les gens qui sont là, avec nos partenaires qui nous ont aidés là-dedans, les CRE, les milieux des élus. Procéder à la signature d'ententes de récolte avec les bénéficiaires de garantie d'approvisionnement. On a négocié ces ententes de récolte-là. On se rencontrait et on en discutait. Est-ce que c'est vivable, c'est pas vivable? Juridiquement, ça passe, c'est correct. Fait qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. On s'est fait par s'entendre. Donc, on a signé ces ententes de récolte-là.
On a convenu et on a procédé également à la signature d'une entente de délégation avec Rex Forêt. Il fallait absolument déléguer à Rex Forêt la responsabilité de faire les travaux sylvicoles sur le terrain. Encore une fois, avec Rex Forêt, c'était la même chose. Il a fallu s'asseoir, discuter, s'entendre, négocier, trouver des compromis, faire regarder ça par nos avocats respectifs. Ça n'a pas été nécessairement facile non plus, mais ça s'est fait. On a une bonne entente. Une fois que Rex Forêt a eu son entente, il a fallu préparer et signer les ententes de réalisation des travaux sylvicoles et des ententes de réalisation de travaux techniques forestiers avec les entreprises sylvicoles. Fait que tout ça a été fait aussi. Il a fallu mettre en place les tables opérationnelles. Il a fallu réaliser les travaux d'inventaire nécessaires à la planification à travers tout ça. Il a fallu élaborer la première génération de plans d'aménagement forestier intégrés tactiques, les plans d'aménagement forestier opérationnels également. Il a fallu élaborer des prescriptions sylvicoles dans tout le territoire, dans tous les territoires où on avait les opérations au Québec. Il fallait bien sûr assurer les consultations et l'harmonisation. Pas toujours facile. Consultation, ça va, ça, c'est assez facile. Tu consultes les gens, mais quand ça vient le temps d'harmoniser, ça, c'est une autre paire de manches. C'est pas toujours évident. Il a fallu établir les bases et mettre en place une certification environnementale, je ne parle pas de certification forestière, mais de certification environnementale adaptée aux petites entreprises, parce que certaines petites entreprises, dans le fond, tout le monde maintenant qui œuvre en forêt doit avoir une certification environnementale. La certification qui était privilégiée à l'époque, c'était ISO 14001. Mais en discutant avec les différentes associations, puis le Bureau de mise en marché des bois également, on se disait, là, c'est peut-être trop lourd pour une petite organisation. Donc, il a fallu mettre en place ou négocier avec le Bureau de normalisation du Québec, le BNQ, une certification environnementale adaptée aux plus petites entreprises. Collaborer à la mise en place et à la poursuite des certifications forestières qui existaient, puis je pourrais vous dire, etc., etc., etc. Donc, pendant 18 mois, là, il y a eu énormément de travail qui s'est fait. Comme je le disais, au cours de 2013-2014, après la mise en place, on a poursuivi les travaux afin d'améliorer la mise en place du régime forestier et on a procédé à de nombreux ajustements en concertation avec les différents partenaires. À ce jour, la saison d'opération 14-15 s'est entamée, comme je disais. Je pense que ça va mieux. Ce n'est pas parfait, mais ça va mieux. Même s'il y a encore place à amélioration, des ajustements sont toujours requis. Puis ces ajustements-là, en passant, là, les ajustements qui sont requis, ils doivent être réalisés. Ce n'est pas question de dire on ajuste ou on... C'est pas vrai, il n'y a pas d'ajustement. Oui, il y a des ajustements à faire, puis on va devoir les réaliser. Par contre, il y a plusieurs éléments qui ont été mis en place pour simplifier et alléger les processus pour l'industrie des travaux sylvicoles. Je commence par l'industrie sylvicole non commerciaux. OK. Entre autres, je pense aux contrats qui ont été signés cette année beaucoup plus tôt que l'année passée. Donc, les contrats permettaient justement aux industries sylvicoles de mieux planifier leurs opérations, au besoin d'aller emprunter à la banque, d'avoir un fonds de roulement adéquat pour partir leurs opérations. Donc, ça s'est fait. On a mis ça en place beaucoup plus rapidement. Puis leur réalisation également, en plus de signer les contrats, leur réalisation a commencé plus tôt que l'an dernier. Également, cette année, ce qu'on a fait aussi, là, c'est embryonnaire, mais c'est commencé, c'est qu'on réserve, le ministère réserve pour les entreprises d'aménagement, certaines entreprises d'aménagement, des superficies pour leur permettre de développer une expertise dans le domaine de l'éclaircie commerciale résineuse et pour compenser la diminution des travaux d'éclaircie pré-commerciale. C'est clair que dans la progression, puis là, M. Roy, on a fait allusion un petit peu ce matin, dans la suite des choses, une fois que la plantation est faite ou encore qu'il y a de l'éclaircie de fait dans le peuplement naturel, l'éclaircie pré-commerciale, l'étape suivante, ça va être l'éclaircie commerciale. Avec tout ce qui s'est fait au Québec dans les dernières années, tous les investissements qui ont été faits, on est vraiment rendu dans plusieurs régions à faire de l'éclaircie commerciale. Donc, il va y avoir inévitablement une certaine transition là, entre l'éclaircie pré-commerciale et l'éclaircie commerciale. C'est discuté avec les associations. Ils sont au courant, ils savent. C'est pas facile parce que c'est pas nécessairement les mêmes personnes, c'est pas les mêmes équipements, c'est pas... mais je pense qu'il faut vivre avec la forêt. La forêt passe d'un niveau où l'éclaircie pré-commerciale a été faite, puis on est rendu à un stade d'éclaircie commerciale. Il y a également aussi une entente qu'on a faite l'an passé sur la planification qu'on a appelée la planification collaborative, qui, dans le fond, offre aux entreprises qui ont une équipe technique de prendre part à certains travaux techniques, de même qu'à proposer des secteurs de traitement sylvicole. Par contre, le ministère, puis ça, on n'a pas beaucoup de choix, là, c'est le ministère qui est responsable des prescriptions sylvicoles. Donc, le ministère continue à être responsable des prescriptions sylvicoles signées par un ingénieur forestier, bien sûr. Je voyais Denis Villeneuve de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, là. Il doit être content de m'entendre dire ça. Il faut que ça soit signé vraiment par un ingénieur forestier et un ingénieur forestier du ministère.
OK. Du côté de l'industrie forestière également, il y a certaines initiatives là, qui ont été mises en place. J'en nomme quelques-unes simplement. Là. Lors du rendez-vous, dans le fond, l'automne passé, en novembre de l'an dernier, il y a eu des chantiers, bien sûr, mais il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important, puis qu'on ne parle pas beaucoup, c'est qu'il y a eu l'instauration d'un forum stratégique, gouvernement-industrie. Ce forum-là est présidé par le président de Résolu, M. Richard Garneau, et par le ministre Lessard. L'objectif de ce forum stratégique-là, c'est vraiment de se mettre au-dessus de la masse puis de regarder. François a amené plusieurs idées. Là. Il a montré un peu l'évolution des produits forestiers, comment ça se comporte, puis tout ça. Bien, je pense que d'avoir alentour de la table quelqu'un comme Richard Garneau, quelqu'un comme Jim Lopez de Tembec, des gens de l'industrie feuillue ou encore du boîtillage comme Monsieur Barrette, Benoît Barrette, également, ou d'autres gens comme ça, d'autres personnes comme ça qui ont une bonne expérience, une bonne connaissance des marchés, de mettre ces gens-là à la tour de la table et de réfléchir avec le gouvernement, avec les hautes instances du gouvernement. Dans le cas, c'est le cas, dans le fond, là, avec le ministre Lessard lui-même, de voir où est-ce qu'on s'en va, l'industrie forestière. C'est quoi le virage qu'on devrait prendre? Ce serait quoi les orientations qu'on devrait prendre? En dessous de ce forum-là, il y a un petit comité technique aussi qui va travailler. Ça, c'est plus les sous-ministres associés là, qui vont travailler dans ce comité technique-là. Mais je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puis qui va nous permettre d'aller plus loin du côté forestier au Québec. Également, on a conclu une entente avec le CIFQ, une autre entente. Elle n'est pas signée, mais je pense on peut dire que c'est correct, hein, André? On a mis en place, comme je vous disais, les tables opérationnelles. On a mis une petite équipe, là, chacun de notre côté, des gens du CIFQ, des gens du ministère, puis là, on les envoie faire le tour des tables opérationnelles. Qu'est-ce qui va bien sur les tables opérationnelles? Qu'est-ce qui va mal? Y a-t-il des choses qui vont bien à une place qu'on pourrait importer dans une autre région? Et vice-versa, y a-t-il des choses qui vont pas mal, que ça prend un redressement, puis que là, il faut que le ministère ou le sous-ministre associé aux opérations régionales s'implique, là? Faut regarder ça. Fait que ça, c'est sûr que moi, je ne peux pas me promener sur les 39 tables opérationnelles, ou les 39 tables opérationnelles, mais nos gens vont nous revenir, ils vont nous faire une recommandation d'ici les fêtes, puis après ça, on fait les ajustements en conséquence. Peut-être que ça ira plus loin, peut-être que ça va évoluer vers une autre entente ou une entente améliorée, je ne le sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on a convenu que c'était une bonne chose à faire. Finalement, dans les forêts plus au sud, les forêts feuillues et mélangées, bien également, on a regardé, ça c'est l'équipe de mon collègue, là, Ronald Brizard de Forêt Québec, là, regarder les différences entre les conditions d'exploitation, puis on a mis en place des taux variables ou des mesures variables pour les traitements sylvicoles commerciaux et une aide au transport aussi. Un des gros problèmes qu'on a dans les forêts mélangées, les forêts feuillues, c'est qu'on a de la difficulté à disposer, à se débarrasser des feuillus intolérants d'une part ou encore du bois à pâte, du bois de trituration. On a peu d'usines actuellement qui prennent ce genre de bois feuillu-là. Il y a l'usine de Domtar, bien sûr, à Windsor. Il y a Tursault qui en prend un peu, Tembec à Témiscamingue. Mais à part ça, c'est à peu près tout. Fait que c'est pas facile de se débarrasser ou d'aller récolter des secteurs dans des forêts mélangées. Tu peux ramasser le résineux, mais là, tu te ramasses avec des volumes, pas beaucoup de volume au kilomètre. Tandis que si tu peux ramasser... Juste 3 minutes? Oh boy! Je vais avancer. Je t'ai rendu au grand défi, justement. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que donc, il faut une aide au transport, je pense que ce n'est pas à négliger. Puis je pense que c'est important pour l'industrie qui œuvre dans les régions de feuillus mélangés ou encore de feuillus purs. Les grands défis, la mise en œuvre du régime forestier progresse bien. Encore une fois, beaucoup de défis sont à relever. On va poursuivre les travaux. C'est un engagement qu'on a tant avec l'industrie, avec le CIFQ, qu'avec nos partenaires de l'industrie sylvicole. On poursuit nos travaux pour s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'on va tout donner ou mais on va poursuivre nos travaux. Puis, je fais référence, mais je n'irai pas plus loin que ça. Là, le 16 octobre 2014, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a réuni la table des partenaires. Parce qu'on en a parlé, le rapport de Mme Têtu, le rapport de M. Bellé. Il a également aussi présenté, il y a eu la présentation d'un rapport. Il y a eu la présentation sur un rapport de la limite nordique. Je pense que ça, c'est important, la limite nordique. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à un moment donné, on accote pas mal le nord du nord.
Fait que ça a été présenté aussi. Ces 3 rapports-là, en passant, sont sur le site du ministère. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la limite nordique ou encore le rapport de M. Bellé ou de Mme Têtu, bien, ils sont sur le site du ministère. Vous y avez accès, il n'y a aucun problème. Non, un grand défi. Dans les travaux d'optimisation de la chaîne de valeur forestière, là, quand on parle de chaîne de valeur, c'est de la planification à la transformation. C'est un enjeu qui demande une collaboration conjointe du ministère de l'Industrie, bien sûr, dans le cadre des responsabilités de chaque organisation. Et dans le fond, il y a des efforts conjoints qu'il faut être faits. Il faut travailler ensemble pour contrôler les coûts d'approvisionnement, pour que l'industrie soit capable d'offrir des produits à des coûts compétitifs. C'est important. François Rouleau, a parlé de l'accès du réseau routier. Bon, d'améliorer l'accès au territoire forestier en respect des contraintes territoriales. Je pense que ça, c'est important dans les défis. Minimiser les pertes de possibilités forestières découlant d'une éventuelle mise en place de nouvelles aires protégées ou de mesures de protection du caribou forestier. C'est à la grandeur du Québec. C'est ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr, mais c'est aussi dans le nord du Québec et sur la Côte-Nord. Améliorer la production forestière. Fait que ça, François en a parlé. Mieux positionner également l'industrie forestière et l'industrie de l'aménagement forestier pour rendre ce secteur plus concurrentiel et plus attractif, particulièrement auprès des jeunes, et ce, afin d'assurer le relève. C'est pour ça qu'on aide le financement de l'Association forestière. C'est pour qu'elle nous aide à rendre notre secteur forestier plus concurrentiel, plus attractif. Ça, c'est du côté de la forêt. Après, la planification des travaux d'aménagement et l'acceptabilité sociale. Demeure un enjeu de taille. On veut s'efforcer d'enrichir les mécanismes de consultation publique autochtone déjà en place. Fait qu'il faut travailler ça aussi, améliorer la façon de faire. Ça a eu certaines expériences moins intéressantes que d'autres. Il faut apprendre, pas de nos erreurs, là, mais il faut apprendre de ce qui s'est passé, puis peut-être améliorer la façon de faire. Il faut trouver aussi une façon d'éduquer et de poursuivre nos efforts qui visent à démontrer à tous, puis particulièrement aux citadins, la réalité forestière d'aujourd'hui et les bienfaits de la filière ou de l'exploitation forestière sur le développement durable. Je le vis pas mal là, dans les régions où la proximité des grandes villes, au nord de Montréal, nord de Gatineau, Ottawa, où l'acceptabilité sociale, c'est pas évident parce que les gens s'en vont dans ces régions-là, bien, ils veulent avoir la paix, ils ne veulent pas être dérangés, ils veulent avoir un beau paysage, puis ils s'imaginent que le paysage va rester là ad vitam aeternam. Fait que il y a de l'éducation à faire, puis il y a faut continuer à faire des efforts pour leur démontrer que c'est important et que c'est nécessaire de faire des travaux d'aménagement forestier. Quand je dis qu'il y a des bienfaits à l'exploitation forestière, ou en tout cas à la filière forestière, bien, pensons que le consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale de l'UQUAC, ici, là, à Chicoutimi, ou au Saguenay maintenant, a réaffirmé dernièrement le rôle accru que les forêts peuvent jouer dans la lutte au changement climatique. Il est proposé au gouvernement de réaliser des travaux d'aménagement forestier au nord de la limite nordique. C'est ce qu'il nous propose. Ces travaux serviraient à créer des puits de carbone tout en fournissant des superficies additionnelles pour l'habitat des différentes espèces. Donc, il y a quelque chose là aussi à regarder, là. Travaux sylvicoles, ce qu'on veut regarder particulièrement, c'est l'offre de travaux d'éclaircie commerciale aux entreprises sylvicoles, la première éclaircie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout avoir, parce que je pense qu'il faut tenir compte de l'ensemble des joueurs de l'industrie, mais à tout le moins, si on fait moins d'éclaircie précommerciale, bien, est-ce qu'on peut en partie compenser par de l'éclaircie commerciale? Donc, il faut regarder ça. Prévisibilité des budgets. Je disais, cette année, ça a bien été. Ça a bien été parce que les budgets, ils ont eu de bonheur. On a pu signer des contrats de bonheur. On a pu dire aux entreprises, bien, voici, vous avez vos budgets, vous avez votre contrat. Go, allez-y. Fait que ça, je pense que c'est important. Puis, je peux vous dire que le ministre en est très, très conscient. Conditions de travail dans le cadre des appels d'offres publics. Bien, ce n'est pas parce qu'on fait des appels d'offres publics qu'on veut que les conditions des travailleurs soient détériorées. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder ça. Ces défis vont demander, encore une fois, du travail et une quantité d'énergie considérable. Par contre, moi, je peux vous dire, pour y être allé, puis si vous voulez, je vous en parlerai un petit peu plus, là, je n'ai pas le temps, Luc Lorsqu'on présente notre régime forestier à d'autres juridictions, ailleurs, ou encore des acheteurs de produits forestiers du Québec, c'est avec fierté là, qu'on les renseigne, qu'on les informe sur le régime forestier. Le régime forestier qui est perçu, là, puis ça a été dit par quelqu'un, là, comme un des plus avant-gardistes au monde. Dans la vision d'avenir du ministère sur la ressource forestière, une chose est certaine, je pense que le régime forestier, dans sa forme actuelle, il est appelé à rester. Par contre, est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui. Je voudrais juste faire un petit mot. Les gens
Les gens de la région, là, Alain et son équipe, avec Robert et tous ces gens, ont développé une vision régionale. Puis, cette vision-là, vous l'avez à la page 16 de votre document. Si vous allez à la page 16, là, vous avez une page complète qui résume un peu la vision de la région ou du ministère en région. Vous regarderez ça, mais essentiellement, ça se résume à, protéger davantage de territoire, mais augmenter la production de matières ligneuses sur une petite partie du territoire tout en maintenant les caractéristiques des forêts naturelles sur la grande partie du territoire et maintenir les activités socio-économiques. Donc, il faut s'assurer que les activités économiques, les activités socio-économiques vont demeurer. C'est un peu l'orientation. Puis moi, je vous invite à prendre connaissance de ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là. Alain m'avait dit qu'il est disponible également, Robert, si vous voulez en parler un petit peu plus. Puis il n'y a pas de problème à aller voir. Alors, je termine. Je voudrais simplement rappeler, puis je ne suis pas le seul, je pense que les autres conférenciers l'ont dit, on va toujours avoir besoin de bois, sous une forme ou sous l'autre. C'est certain qu'on va en avoir besoin. Puis on va avoir besoin aussi des bénéfices qu'on peut tirer de la forêt. C'est important. Je pense qu'il est important aussi, encore une fois, je pense que ça a été dit, là, mais c'est la collaboration puis la concertation avec les clientèles, les partenaires. C'est essentiel afin de développer une vision et des solutions communes aux enjeux locaux et régionaux. Je pense qu'il faut travailler ensemble. Puis moi, je vous dirais que, dans le fond, le rôle du gouvernement, c'est de mettre en place et de supporter que le ministère ou le gouvernement mette en place des mesures et qu'il supporte l'industrie. Il faut que notre industrie forestière soit performante, il faut qu'elle soit efficiente, il faut qu'elle soit innovatrice, on en a parlé, et il faut qu'elle soit surtout rentable. Je pense que c'est important. Puis plus l'industrie va être rentable, plus on va avoir des bénéfices, la population du Québec, les régions, les différents milieux. Il va y avoir des taxes, des impôts qui vont être payés. Il va y avoir également des redevances. Puis quand on va avoir des redevances ou qu'on va avoir des retombées économiques de ça, bien, ça va permettre au gouvernement d'investir en forêt. Donc, c'est une roue qui tourne. Fait que c'est important que l'industrie soit rentable. Sinon, pas d'industrie, pas d'investissement au Québec, pas d'investissement en forêt. Là. Fait que ça termine. Je suis pas mal dans l'heure, monsieur le modérateur. Bien, merci beaucoup. Oui, bonjour, mon nom est Daniel Leblond. Bonjour, Jean. Écoute, Jean, je vais commencer parce que, tu sais, il y a toujours des questions tabous à un moment donné qu'il faut poser. Moi, je t'ai connu, tu es un gestionnaire très bon, puis je trouve que tu es rendu un très bon politicien. Écoute, dans tout l'exposé que tu as apporté, tu sais, on dirait qu'on n'a quasiment pas de problème, puis que les petits problèmes vont se régler dans les prochaines semaines. Mais par contre, ce que je voudrais apporter, puis que les conférenciers ont peut-être brièvement parlé, mais surtout dans l'entrée de jeu, M. Potvin, au niveau le gros problème qu'on a au niveau de l'industrie forestière présentement, c'est les environnementalistes. C'est plate à dire, c'est tabou parce que presque personne ne veut en parler, mais présentement, une compagnie comme Résolu perd des clients. Puis je pense que le gouvernement du Québec se doit de stopper parce que c'est une hémorragie qui, je pense, là, c'est pire que les petites babites qui nous détruisent. Depuis les dernières années, quand je parle de Longicorne, on en a parlé nous autres cette semaine, j'étais à FTQ, Conseil général. La première chose qui est venue sur le plancher, on a dit qu'il faut essayer de trouver une solution, pas pour les enrayer, pour que ces gens-là puissent comprendre un jour que la forêt, elle est verte. On les invite sur les tables G. Je pense que dans tout le ministère, parce que moi, quand on jase avec les gens du ministère, oui, il n'y a pas de problème parce qu'on les sensibilise. Mais c'est drôle, ils ressortent des médias, ils s'en vont voir nos clients partout sur la planète. Puis c'est qui paye pour ça? C'est les travailleurs, c'est nos communautés. Quand tantôt, M. Larue a dit qu'on avait 54 milliards, c'est de l'argent dans l'économie, ça, puis qu'il y a 200 communautés qui dépendent de la forêt, puis qu'on a un groupe, un si petit groupe, qui viennent tout détruire ce que les gens essayent de mettre en commun, puis tout l'effort qu'on essaye de faire pour redorer l'image de notre forêt au Québec, je pense que c'est le plus gros employeur, si je ne me trompe pas, avec la Caisse populaire. Mais à un moment donné, il va falloir lui donner un bon coup de pied dans le cul, excusez l'expression, là.
Mais il va falloir que ça arrête. Puis le sous-ministre, là, avec les belles paroles que tu nous as dit, Jean, essaie de les endormir, je ne sais pas pour combien d'années, mais il va falloir que ça arrête. Fait que là-dessus, je t'invite à nous inviter, en passant, à s'asseoir avec toi pour essayer de trouver une solution à ce problème-là, qui est majeur pour l'industrie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci. OK. Je vais te retourner le compliment, Daniel. On se connaît depuis, je ne sais pas, 87, 88 peut-être, en tout cas dans ces eaux-là. Là. Puis tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi direct dans tes propos. Puis c'est correct, c'est bien apprécié. Écoute, c'est vrai que c'est pas facile, puis tu as raison. Puis là, je ne veux pas faire de politique, là, mais c'est pas mon rôle pantoute. Regarde, le ministre, il y a eu des rencontres qui ont été faites avec les différents élus au Saguenay-Lac-Saint-Jean ici, qui ont eu des rencontres avec différents groupes. Puis le ministre a accepté, en tout cas, a pris la décision d'envoyer des gens rencontrer des groupes qui sont des groupes ou des clients ou différentes organisations qui reçoivent justement qui se font accrocher par différents groupes environnementalistes, puis qui leur disent à peu près n'importe quoi. Il y a déjà des rencontres qui ont été faites. Moi, entre autres, je suis allé avec le sous-ministre, là, il y a peut-être un mois ou deux, là, on est allé à New York, on est allé rencontrer plusieurs clients de produits forestiers du Québec là-bas. Entre autres, on a rencontré le New York Times. New York Times, qui est aussi copropriétaire de l'usine de Clermont. Là. Je pense qu'à 35 % je ne suis pas sûr exactement du pourcentage, mais dans ces eaux-là. On a rencontré ce groupe-là. On leur a expliqué c'était quoi le régime forestier, c'était quoi la réalité. On leur a parlé du caribou forestier, on leur a parlé des Autochtones, on leur a parlé de la façon dont le régime forestier fonctionnait, la table de gestion intégrée des ressources du territoire. Tu sais, malgré que on dit qu'il y a beaucoup de monde autour de la table. Ça impressionne les gens. On leur donne de l'argumentaire, on essaie de les convaincre que ce qui se passe au Québec, le régime forestier n'a pas à rougir ou n'a pas à se faire dénigrer par qui que ce soit. On a fait je sais qu'on est allés tous les deux, là, moi puis le sous-ministre en titre, là, Richard Savard. Par la suite, Richard est allé à Atlanta, il est allé au Colorado. Je sais que si ça ne change pas, il va aller en Europe dans les prochaines semaines. La première rencontre, on est allés tous les deux parce qu'on ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait, là. Mais finalement, ça s'est bien passé. Fait que là, maintenant, c'est lui qui y va seul. Fait qu'on les fait, ces rencontres-là. Puis on rencontre justement ces clients-là pour une raison. On ne les rencontre pas pour faire plaisir à Résolu. On ne les rencontre pas pour faire plaisir à Kruger. On ne les rencontre pas pour faire plaisir à Syrie-Lac-Saint-Jean. Là. Manon, j'ai vu Manon, je ne sais pas ce qu'elle est. On les rencontre, dans le fond, pour leur expliquer ce qu'il y en est, puis on les rencontre parce que c'est important pour les milieux, c'est important pour les villes, les municipalités, les gens qui vivent dans les régions, puis les travailleurs aussi. C'est pour ça que c'est fait. Puis, tu as raison. Attaquer les groupes de front, pas sûr. En tout cas, ça, je pense que il faut bien y penser, là. Mais si tu veux qu'on s'assoie, on s'assoira ensemble, il n'y a pas de problème. Alors, M. Larue, ce matin, je pense, nous a brossé un formidable portrait qui a montré que, oui, pour cultiver la forêt, c'est important, mais cultiver la forêt avec une perspective d'avoir en tête les produits et d'avoir en tête des produits qu'on va vendre avec profit. Et que pour ça, il faut peut-être réaliser que le contexte va beaucoup changer. Il y a une reprise qui est lente, mais qui est ferme. Et ça, tous les économistes de la place, là, il y a sûrement des économistes là, qui diraient différemment de nous autres, en cherchant, on en trouverait. On parle beaucoup de biodiversité, mais la diversité sociologique au sein des économistes, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on trouve toujours quelqu'un qui vient supporter scientifiquement l'idée la plus farfelue possible. Mais néanmoins, il y a un consensus chez les économistes forestiers que la reprise, elle est là, elle est ferme, mais ça va se passer lentement et il faut bien saisir certains changements structurels, comme une société vieillissante. Ça, c'est un défi pour imaginer des systèmes de construction en bois qui vont tenir compte de ce vieillissement. Il y a peut-être un gros avenir
pour des entreprises qui vont fabriquer des rampes dans les bâtisses. Qu'est-ce qu'on attend pour prendre les devants? C'est un exemple. Le vieillissement, là, dans les pâtes et papiers, Domtar a compris. Ils sont en train de devenir le plus gros fabricant de couches pour adultes. Ça fait partie du vieillissement. Et on est interpellé si on veut rester en affaires. Et ça, c'est un des messages de ce matin. Des changements démographiques aussi. La formation des ménages, elle ne se fait pas comme ce qu'on a connu au 20e siècle. Tout le monde a fait des gorges chaudes sur le film Tanguy, là. Peut-être. Là, peut-être qu'il y a un autre avenir, là, d'essayer de bâtir des modules préfabriqués de moins en moins confortables qui invitent le Tanguy à sacrer son camp. Mais soyons plus sérieux, là. Ce phénomène démographique de gens qui ne forment pas des ménages au même rythme. Et quand ils forment des ménages, il n'y a pas autant d'enfants. Ça devrait nous interpeller parce qu'on est dans la business de construire des maisons, des institutions. Il y a quelque chose là. Toute cette histoire de démographie dans une perspective plus culturelle. Je pense que le dernier échange entre le monsieur du syndicat, que je n'avais pas le bonheur de connaître, là, bien que je connais beaucoup de monde, et M. Lebel, montre bien là, qu'on a un problème avec ces valeurs environnementales. On ne sait pas comment vivre avec, surtout quand c'est pas mérité, puis que c'est presque de la mauvaise foi. J'utilise le mot « presque » parce que, oui, certains porte-parole, là, je les trouve vitrioliques pour ne pas dire d'autre chose, mais leur membership, l'environnementaliste moyen, là, il est parfaitement convaincu qu'il a la vérité. Et c'est très interpellant. Mais ça, je vous reviendrai. Là. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est un changement culturel, un changement démographique, culturel important. Les 98% de recrues pour le programme en milieu naturel du cégep de Saint-Félicien qui viennent de l'extérieur, ce qui les illumine vers Saint-Félicien, c'est le mot « environnement ». Comment ça nous interpelle pour qu'on conçoive, bien sûr, une nouvelle foresterie, mais ça, je ne suis pas trop inquiet, mais des produits qui vont les chercher. Le défi est à nous. J'en ai pas de solution, mais ça fait partie de cette nouvelle démographie. Et en parallèle de ça, les pénuries de main-d'œuvre. Et ça, c'est peut-être le défi le plus immédiat là, dont on parle à peu près pas. Ça, c'est peut-être un autre gorille de 800 livres caché je ne sais pas où, dans quel coin, là. Mais il est réel, le problème des pénuries de main-d'œuvre. Et c'est effectivement un indicateur presque de honte que le programme en technologie des bois au Cégep de Saint-Félicien soit fermé, faute de combattants. Voyons, l'avenir est là. Il y a quelque chose là, qu'il faut qu'on comprenne. Et on a eu beaucoup de chiffres. Moi, j'en retiens un. Et là, M. Larue, il est passé un peu rapidement là-dessus. Je veux dire, c'est extraordinaire. La productivité du travail dans le secteur forestier, on affiche des chiffres records. On est à 2,76 d'amélioration de productivité entre l'année 2000 et 2012. Alors, 2,76 c'est beaucoup quand on sait que les autres secteurs manufacturiers, ils sont à peu près à 0,5. Sauf qu'il n'a pas expliqué c'était quoi la productivité du travail. La productivité du travail, c'est que pour chaque unité de production matérielle, il y a de moins en moins de travail dedans. Et là, je pense que c'est M. Jacques, là, je ne vous vois pas. En tout cas, c'est le monsieur de la FTQ qui parlait avec Jean-Sylvain. Et c'est un fait de la vie. Pour rester en affaires, il faut utiliser de moins en moins de travailleurs.
on fait quoi pour vivre avec ça? Bien, il faut avoir de plus en plus de valeur ajoutée à nos produits. Et produire un 2 par 4, il va toujours falloir en produire des 2 par 4. Mais pour rester en affaires, il faut qu'il y ait de moins en moins de monde pour produire des 2 par 4. Comment on fait pour compenser? Bien, en assemblant les 2 par 4, en faisant des composantes de maisons, en faisant des maisons, en faisant des composantes d'institutions, en développant des rampes pour les personnes grabataires qui vont mieux marcher dans certains couloirs. Et ça, c'est extraordinaire, comment solliciter le défi, le génie des gens, on peut en créer des emplois. Donc, c'est un autre... Et ça, bien, ça vient avec la formation, ça vient... Mais il faut être conscient de ça, là. Les emplois dans le secteur forestier, oui, c'est 60 000 emplois aujourd'hui. À l'entrée de l'an 2000, c'était 100 000. Et c'est pas juste la crise qui explique ça. C'est le phénomène naturel de la productivité. Puis M. Larue, ce matin, il nous a dit, vous savez, la productivité dans le secteur forestier canadien, on est bon en titi. Ben effectivement, c'est pour ça qu'on est encore en affaires, puis qu'on sera encore en affaires. Mais il va falloir que notre industrie se diversifie, se déploie, se développe. M. Roy nous a, lui, invités à, réfléchir un petit peu sur le redéploiement de l'industrie, mais là, on a regardé ce qui se passait en forêt et les mécanismes pour mettre la forêt en valeur. Il y a un chiffre qui... Et M. Roy, en bon acadien, nous a dit des choses, des messages qu'on devrait prendre, mais il nous l'a dit avec beaucoup de subtilité. Alors, vous me permettrez de sortir des gros sabots et puis de taper sur le clou, mais là, je vais faire ça avec beaucoup moins de subtilité. La politique forestière, gros changement au Nouveau-Brunswick à partir de 1982, puis avec les années... Et puis en 1982, là, c'était vraiment de fournir le meilleur bois possible, au plus bas coût possible à l'industrie pour qu'elle crée des emplois, à l'industrie de la transformation pour qu'elle crée des emplois. Dans la population néo-brunswickoise, les valeurs environnementales sont devenues de plus en plus présentes au fur et à mesure que le temps a passé, à partir du milieu des années 80, à tel point que 22 % des superficies productives du Nouveau-Brunswick ont été mises de côté pour des fins de conservation. On a essayé de comprendre ça, d'où ça venait ces valeurs-là, et on a vu que c'était ferme. La valeur production de bois, là, si je me souviens de l'étude de Mme Nadeau, ça arrivait en 6e ou 8e lieu. C'était des choses plus environnementales qui étaient sur le dessus de la pile. Et ce qui nous a le plus étonné dans cette étude-là, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les urbains et les ruraux. Donc, ce changement démographique qu'on a vu avec, et culturel qu'on a vu avec M. Larue, c'est présent au Nouveau-Brunswick et chez nous, et ça devrait nous interpeller pour faire une nouvelle foresterie. Et bien sûr, une nouvelle foresterie, ça peut vouloir dire cultiver la forêt. Moi, le chiffre qu'on peut avoir du 9 mètres cubes par hectare par année sur les terres de Irving, ça montre bien qu'on ne se raconte pas des histoires quand on parle d'aménagement intensif ou sur certaines unités de territoire qui sont dédiées à la foresterie, à la production de bois. On peut réussir, puis on peut être dans la business quand on se compare aux plantations d'eucalyptus du Brésil, de l'Argentine ou de l'Uruguay, ou aux plantations de pin du sud des États-Unis. On n'est pas déclassé, mais on peut l'être si on mise sur de la forêt très nordique qui, quand tout va bien, va nous donner à peu près du 1,5 mètre cube par hectare par année. Donc, cette idée qui est présente dans notre régime pour avoir des aires qui sont dédiées à la production de bois et qui sont productives, ça tient la route. Ça existe au Nouveau-Brunswick. Et ma question, encore une fois, est, mais qu'est-ce qu'on attend? Et là,
oui, les sols du Nouveau-Brunswick, là, il y a du calcaire, mais on en a ici aussi des endroits. Puis contrairement à la Suède, où les lumières restent allumées 24 heures sur 24 l'été, il fait moins clair au Nouveau-Brunswick qu'il peut le faire à certains endroits du Québec nordique l'été. Alors, il y a des choses possibles. Il y a des choses possibles. Monsieur Roy nous a aussi parlé de la guerre du 5 %. Évidemment, j'y vais à grands traits, là, parce que... Et je vais me mettre l'horloge d'en face, là. La guerre du 5 %, c'est-à-dire que... oui, le mouvement environnementaliste fait que certains gouvernements ont pris des engagements pour monter ça quasiment à 30, puis d'autres qui reculent ça à 25, puis... Bon, il y aura au moins un 5 %, mais c'est l'enjeu. Écoutez, ces vieilles forêts, là, oui, on met des efforts à cultiver la forêt, mais pour que notre industrie vive, là, il faut l'inventer, le bois, là. Enfin, notre effort sylvicole, là, il n'est pas encore mûr. Où est-ce qu'on va? Bien, il faudrait peut-être aller dans les endroits réservés. Et ça semble faire un problème. Ça semble faire un problème parce que, bon, bien, la population dit, là, vous êtes en train d'échapper des enjeux environnementaux comme la biodiversité. Les propriétaires forestiers disent, bien là, on est là, nous autres. Et ils ont bien raison. Puis c'est drôle, ça me rappelle quelques affaires qui se passent au Québec. Hein? On a toujours, d'ailleurs, notre nouveau régime forestier, M. Lebel l'a dit, bien, notre nouveau régime forestier pour la forêt privée, il n'y a rien de nouveau. Si on résume, là, il y a quelques affaires, là, mais hey, il y a quelque chose là dans la forêt privée. Là. Il est temps qu'on la sollicite tant et mieux. Il est temps qu'on la sollicite. Et puis les Autochtones qui disent, vous avez oublié votre obligation, votre devoir de nous consulter. Partout au Canada, on parle de duty to consult. Bien, effectivement, il y a quelque chose là. Les Autochtones doivent, en politique forestière, être obligatoirement mis dans le coup. Mais on n'a pas encore le réflexe de les mettre dans le coup. Et ça, bien, ça fait que les belles politiques du ministre Arsenault sont tombées caduques le 22 septembre dernier parce que même le ministre a perdu ces élections, et c'était un enjeu électoral, la politique forestière. Il y a quelque chose à apprendre là. Et là, on rejoint encore cette espèce qui, pour moi, est le troisième gorille de 900 livres, là, il est un petit peu plus gros, cette fameuse préoccupation environnementale. Il faut être plus productif, il faut développer l'industrie forestière, mais en même temps, il faut être plus ouvert au discours environnemental. Une commande. Écoutez, M. Rouleau nous a livré, et là, ma synthèse va être plus rapide, là, parce que écouter, gérer et penser à la synthèse, là, non, je ne suis pas une femme. Je ne suis pas capable de faire 3 choses en même temps. Mais néanmoins, ce virage valeur, cette nouvelle façon de penser, et là, il y a eu une question par M. Tremblay du CIFQ, il disait, bien là, est-ce que le virage valeur va faire mal aux gens dont la stratégie d'affaires, c'est le volume? Parce qu'il y a moyen d'être en affaires en réduisant les coûts à l'os puis en produisant de gros volumes. C'est sûr que c'est la philosophie valeur entre en contradiction avec la philosophie volume. Maintenant, tout ça, ça serait un conflit pur si ça devait se passer demain matin. Mais il y a une transition qui doit être vécue et, ma foi, on n'a pas le choix que d'aller vers une stratégie qui vise à générer plus de revenus par la qualité. On n'a pas le choix. Alors, donnons-nous le temps, parlons-nous. C'est d'ailleurs un autre message qui est sorti souvent, qu'on aurait intérêt à se parler.
cette idée là, qu'il faut avoir des projets de démonstration, qu'il faut se mettre de notre bord des institutions financières. Moi, j'ai eu, il y a 3 semaines, le privilège d'assister à une conférence, une remise de prix, un prix Desjardins Environnement à un groupe de citoyens. Et le représentant du mouvement Desjardins est venu nous dire je suis fier que Desjardins décerne ce prix à cette association qui s'est opposée à la coupe d'arbres. Hey! Ça n'a pas de bon sens, ça. Et là, je sais que je suis capté, là, tant mieux que ce soit diffusé. Évidemment, c'est un contexte particulier, ça s'explique, mais moi, c'est un indicateur que si on veut mettre les institutions financières de notre bord dans une stratégie sylvicole, on a des croûtes à manger. Parce que même au sein de certaines institutions financières, la récolte forestière est perçue comme quelque chose de négatif dans certains endroits bien spécifiques. Écoutez, M. Lebel vous a expliqué en long et en large le régime forestier, mais je pense que la dernière question, l'avant-dernière question, où il y a été cet enjeu environnemental est ressorti, la réponse de M. Lebel, c'était, bien, écoutez, on va aller l'expliquer, notre régime forestier. Nous l'avons expliqué. Je peux vous dire que c'est peut-être le beau côté. Vous savez, les gens de Greenpeace, là, on est en train de faire du judo avec eux autres. Si on veut essayer de leur casser la gueule, ça ne marchera pas. Mais par contre, on peut se servir de leur poids pour les faire trébucher et pour gagner, pour faire un ippon. Hein? Et qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, parce que ces gens-là ont été tellement vocales sur nos principaux... tellement vocales sur nos principaux marchés que nos clients se sont dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'eux aussi, comme le disait bien Jean-Sylvain, eux, nos produits, c'est juste un bien intermédiaire pour fabriquer leurs produits. Et ils ont besoin d'un certificat de bonne conduite environnementale, eux autres aussi. Et les environnementalistes profonds, j'irai pas plus loin, ont eu cette capacité de susciter des questionnements chez des gens qui nous invitent. Alors, M. Lebel vous a dit que oui, les autorités ministérielles sont invitées à présenter le régime forestier. Dans le dernier 6 mois, de mon côté, c'est la même chose. Je suis invité à l'extérieur pour parler de notre régime forestier. Je devais prendre l'avion ce matin pour aller à Tokyo pour parler, entre autres, de notre régime forestier. Pour des raisons de santé, j'étais obligé d'annuler tout ça. Et je suis très content. En échange, j'ai un voyage à Saint-Félicien qui me comble. Parce que ce que j'ai entendu ce matin et cet après-midi, c'est très stimulant. Parce que de vous voir, là, c'est très stimulant. Mais des délégations françaises, suédoises, qui viennent se faire compter notre régime forestier, dans les derniers 10 jours, j'en ai eu 3. Et je suis content de leur dire ce qui se passe ici. Une toute petite anecdote. Il y a eu un colloque de professeurs de politique forestière à Stockholm en mi-juin dernier. Oh, c'est un club très sélect. On n'est pas nombreux dans le monde, là. Et j'ai eu à expliquer le régime forestier. Et vous savez, les Suédois, c'est les premiers de classe. Et ils aiment bien à ce que ça sache qu'ils sont les meilleurs. Et qu'en pratique forestière, ils se considèrent comme les meilleurs. Grand bien leur face. Mais j'ai eu une douce revanche. Quand une des organisatrices du Congrès, une belle grande Suédoise, oui, avec tous les attributs que vous pouvez imaginer, me regarde les yeux presque dans l'eau, en me disant, « Vous allez vraiment faire ça? » Et dans le ton, c'était, « Bien là, vous y pensez pas, là, c'est trop beau. » Et ma réponse, ça a été, « Je le sais pas.
si on va vraiment faire ça. Mais ce que je sais, c'est qu'on a pris l'engagement de le faire et que j'ai confiance dans les acteurs du milieu pour qu'on le fasse. Parce qu'on a des gens compétents, on a des gens d'expérience, on a des gens enracinés dans leur milieu qui veulent qu'on fasse la meilleure foresterie du monde parce que c'est celle-là qui nous donne des emplois, qui permet d'intégrer des valeurs environnementales et qui pourra fournir et qui peut fournir une matière première à coût intéressant pour que nos usines tournent de manière rentable. J'en suis convaincu. De quoi sera fait demain? Demain sera fait de réalisations qui sont cohérentes avec cette idée de patrimoine. Un patrimoine, là, c'est quelque chose qui nous permet de vivre aujourd'hui, mais dont on a l'obligation de le transmettre aux générations futures avec une valeur accrue. Il va falloir qu'on redécouvre ça, cette idée de patrimoine. Des réalisations cohérentes avec l'idée de patrimoine, tant naturel, où l'humain trouve sa place, qu'industriel. On peut bien chialer sur nos usines qui sont vétustes et puis des industriels à vide ou que sais-je, là. Il y a quelque chose, une culture qui nous invite à redévelopper de nouvelles entreprises. Et un des beaux exemples, c'est certainement Saint-Félicien. Et là, vous comprendrez que je suis en train de boucler, là. Oui, on a la plus vieille usine de pâte Kraft. Mais en même temps, on va avoir un des plus gros complexes séricoles du Canada dans la production de concombres qui fait alliance avec l'industrie forestière. Et entre les deux, on a cette histoire de bioénergie qui, ici, là, c'est un exemple qui existe depuis de nombreuses années. Alors, le secteur forestier, l'industrie forestière, c'est pas juste des scieries, c'est pas juste des papeteries. Ça peut être aussi des serres, ça peut être des complexes de production de bioénergie. Et c'est ça, l'invitation à l'économie verte. De quoi sera fait le changement? De quoi sera fait demain? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que demain, il est toujours reporté. On n'est jamais arrivé. On n'arrivera jamais. Ce qui importe, c'est le voyage. Et dans un voyage, on apprend de nouvelles choses et on ose de nouveaux comportements. Puisse ce congrès renforcer cette conviction qui, pour moi, est très claire, mais que j'aimerais voir partagée par l'ensemble des participants au congrès. Merci de votre attention.